Quelles conséquences pour le Brexit, après le Brexit qui a été voté en Grande-Bretagne? Si on organisait un référendum semblable en France, que se passerait-il? On va parler de ça, on va parler de la journée de mobilisation aujourd'hui à Paris, également toujours contre le projet de loi travail. Et puis on va parler d'un homme qui montait et puis qui commence un peu à se tasser, c'est Emmanuel Macron, dans les sondages au moins. C'est avec Richard Ferrand qu'on en parle, qui est député socialiste du Finistère et qui est aussi au Conseil régional de Bretagne. Richard Ferrand, bonjour. Bonjour. Richard Ferrand, le Brexit, est-ce que les Britanniques doivent quitter rapidement l'Union européenne? Écoutez, il faut clarifier. Quand on décide de divorcer, Oui. on ne lambine pas ensuite sur la date du divorce. D'ailleurs, le fait même que celui qui demande le divorce soit le maître de la date de la séparation montre à quel point cette Europe-là fonctionne mal. D'accord. Il faudrait changer justement cette mesure parce que c'est le fameux article 40 du traité de Lisbonne. Article 50, je crois. 50, pardon. Oui. Il faudrait faire en sorte aussi que les partenaires européens puissent mettre quelqu'un hors un pays hors de l'Union. Or, peut-être pas, mais qu'en tout cas, lorsqu'un peuple décide de quitter, eh bien cela se fasse dans la foulée. Que ce soit assez naturel. D'ailleurs, moi j'ai la conviction que les Britanniques ont plus voté d'ailleurs contre le fonctionnement actuel de l'Europe que contre le projet européen lui-même. D'accord. Je crois que c'est comme ça qu'il faut regarder les choses. Alors qu'ils sont ni dans Schengen ni dans l'euro. Enfin bon. Oui, parce qu'ils ont toujours eu cette tendance un pied dedans. D'accord. Un pied dehors. Et on a sans doute eu le tort par le passé de faire ces concessions-là. D'accord. Quelles répercussions pour la France au Brexit? Écoutez, moi je crois que c'est surtout la Grande-Bretagne qui va subir les conséquences. On le voit bien d'ailleurs sur les enjeux monétaires, sur les tempêtes boursières, etc. Moi je crois que la France, comme l'Europe entière, va forcément subir un coup de semonce dans les différents marchés financiers et autres. Mais au total, sur le court terme, je ne suis pas inquiet, pour notre situation. Comment on relance le projet européen? Est-ce qu'on relance justement en construisant un nouveau projet? Quel doit être ce nouveau projet? Moi, je pense qu'il y a un enjeu de méthode. Emmanuel Macron a eu l'occasion, d'ailleurs récemment, de proposer que des grandes conventions démocratiques soient installées dans les pays, qu'il y ait de véritables débats, et pas seulement avec des experts ou des juristes, avec des chefs d'entreprise, des syndicalistes, enfin, avec tout ce qui fait les pays, pour qu'ensemble, on exprime ce que peut être une Europe nouvelle. Puisqu'on voit bien que la France avait donné le là en 2005, rappelez-vous, les Pays-Bas ensuite. Il faut donc là fermer une parenthèse, car ce qui s'est passé en Grande-Bretagne nous plonge quand même dans les tourments de l'histoire. Il nous faut donc refonder un projet européen qui, d'ailleurs, le moment venu, après qu'un débat aura eu lieu, puisse être soumis à référendum. Mais il sera construit autour de quoi, ce nouveau projet européen? Autour de plus de sécurité, davantage de protection des frontières? C'est quoi? Qu'est-ce qui fonctionne mal aujourd'hui en Europe? C'est que l'Europe ne protège pas assez et n'est pas assez efficace. Quand je dis qu'elle ne protège pas assez, c'est par exemple face à l'acier chinois aujourd'hui. Aux États-Unis, on met 5 mois pour décider qu'on multiplie les droits de douane, qu'on les augmente de 500%. En France, on met 9 mois pour décider qu'on va peut-être faire 20%. Donc c'est quelque chose qui est juste pas supportable. Lorsqu'on dit que l'Europe n'est pas assez efficace, comment se fait-il que l'on laisse s'organiser le dumping social et la concurrence sociale déloyale entre les pays d'Europe, entre les ressortissants, alors que précisément un projet européen voudrait que cela n'ait pas lieu. Donc je crois que les Européens sont prêts à adhérer à un projet européen pourvu que ça ait du sens, de l'ambition et surtout de l'efficacité. Et que l'Europe s'occupe de ce dont elle doit s'occuper. Alors j'en viens là. On doit rester dans l'Europe des nations, avec des compétences européennes et puis des compétences qui sont propres aux nations, et qu'on arrête à Bruxelles de s'intéresser à la fabrication du fromage ou de la moutarde. C'est exactement ça. Il faut revenir à l'origine du principe de subsidiarité. Il faut que l'Europe s'occupe des grands chantiers que seul le niveau européen permet de traiter. Les enjeux numériques, le changement climatique, ce que j'évoquais sur la concurrence sociale déloyale, etc. Et il faut évidemment que ensuite les États reprennent un certain nombre de compétences et que l'Europe arrête de sortir des textes à tire-larigot sur des sujets dont on ne comprend pas pourquoi elle s'en préoccupe. Ce qui explique d'ailleurs le poujadisme en quelque sorte qui grandit. Parce qu'au fond, beaucoup de normes tombent comme cela et beaucoup de responsables politiques qui ont une responsabilité, au lieu d'avoir changé l'Europe, disent c'est la faute à l'Europe. De sorte que l'Europe devient un bouc émissaire. Très bien. Un référendum, il faut faire un référendum en France sur l'Europe?
Non. Et quel référendum? Alors, d'abord, le référendum, c'est un outil démocratique. Oui. Un référendum, ce n'est pas quelque chose qui doit simplement permettre de répondre à la demande ou à l'humeur du moment. Oui. Ce ne doit pas être un outil démagogique. Donc, que faut-il faire? Reforger des convictions, proposer des projets, travailler en débat avec les citoyens et, le moment venu, à ce moment-là, faire ratifier par le peuple ce qui peut être la nouvelle orientation européenne. Mais utiliser le référendum pour satisfaire démagogiquement telle ou telle sensibilité protestataire est naturellement irresponsable. À votre avis, si on faisait un référendum du type de celui des Britanniques en France aujourd'hui, ça serait quoi la réponse? Frexit ou Remain? Je ne suis pas voyant, Oui. mais ce qui est sûr... Vous le voyez dans votre circonscription? Oui. Alors dans ma circonscription, c'est dans le Finistère où j'ai beaucoup On est assez européen quand même en Bretagne. Alors nous avons une culture européenne très développée, mais même dans le Finistère intérieur, dont je suis le député de la circonscription va de Crozon à Carhaix, toute la bande centrale du Finistère. Il y a beaucoup d'agriculteurs avec lesquels je parle, qui à la fois sont certes heureux de la PAC, mais qui ne comprennent pas pourquoi il y a une ribambelle de normes qui tombent, et pourquoi, par exemple, en matière de lait, on a abandonné les quotas, les outils de régulation, et pourquoi soudain, parce que ça a été décidé par on ne sait qui, on ne sait comment, ils se retrouvent face à des difficultés. Donc, une fois encore, ce n'est pas le projet européen qui pose un problème, c'est le fonctionnement actuel. Ça serait quoi la réponse? Oui ou non? On quitte ou on quitte pas? J'aurais les pires craintes. Vous auriez quand même quelques craintes. Oui, bien sûr. En revanche, ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est qu'une fois qu'un projet est bâti, construit, discuté, on peut le soumettre à un référendum. Ça, il faut. C'est ce que vous il faut, pensez. à condition, d'ailleurs, que, permettez-moi de vous le dire, qu'on ne fasse pas comme Nicolas Sarkozy en 2005, c'est-à-dire qu'on ne tienne aucun compte du résultat du référendum. Et qu'on fasse après le traité de Lisbonne. Voilà, ce serait mieux que l'Europe ne se fasse pas à l'insu des peuples qui composent l'Europe. L'Europe de Richard Ferrand, elle a la Turquie en elle-même? Non. Vous savez, moi, cela fait longtemps que je milite pour une idée relativement simple, et Laurent Fabius le disait bien avant moi, si je puis dire, c'est qu'il convenait que l'Europe approfondisse le travail en commun, s'intègre plus et travaille de manière plus fédérée, plutôt que d'élargir. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a élargi sans approfondir. Et maintenant, on paye la note. Donc, on arrête ces histoires d'élargissement et on regarde comment on peut remuscler l'Europe pour lui donner de la tonicité autour de projets clairs et de compétences claires. Alors vous êtes concerné, Notre-Dame-des-Landes, vous êtes concerné d'une certaine façon. L'autre grand aéroport de la région, c'est Brest, finistérien. Donc il faut maintenant construire cet aéroport puisque le référendum, là, pour le coup, était positif. Écoutez, c'est une excellente décision de faire cet aéroport qu'avait prise Dominique Voynet, ministre écologiste du gouvernement Jospin. C'était au XXe siècle. Donc certes, c'était au XXe siècle, mais maintenant que les choses aboutissent, maintenant que le référendum a donné le résultat que l'on sait, il faut avancer. Mais il ne faut pas se leurrer. Ça va être tout de même extrêmement compliqué, non seulement d'évacuer, je veux dire, les personnes qui illégalement occupent les lieux, mais surtout de protéger durablement le chantier. Donc ça va être en termes d'ordre public compliqué. D'accord. Je disais en introduction, journée d'action encore aujourd'hui des syndicats contre le projet de loi travail. Est-ce que ce projet de loi, il vous convient, vous? Écoutez, tel que il est sorti de la commission des affaires sociales, où je siège à l'Assemblée nationale, amendé de manière subtile par notre excellent collègue rapporteur Christophe Sirugue, je considère que le texte était équilibré et qu'il y a toute raison pour qu'il puisse prospérer. Vous ne lui préfériez pas le texte initial? Non, parce que le texte initial... Sur cette affaire, il y a eu depuis le début une erreur de méthode. D'abord, on a dit, voilà, on a 2-3 rapports, voilà le texte. Après, on a dit 49.3. Et on dit 49.3 d'emblée. Bon, donc là, le Premier ministre, il a fait une erreur. Oui, qu'il a d'ailleurs reconnu. C'est une erreur de méthode. Alors évidemment, l'affaire était mal emmanchée et ça a laissé des traces. Bon. Ensuite, nous avons travaillé en commission des affaires sociales au rééquilibrage du texte. Et il me semble très sincèrement que tel que le texte était sorti pour la première lecture de la commission des affaires sociales, il était équilibré et acceptable. Ça va se terminer comment? Parce que là, il va revenir à l'Assemblée nationale, on s'expose, enfin vous exposez encore à un 49.3 du gouvernement, motion de censure, comment ça va se finir cette histoire? Écoutez, le texte revient en commission, la question est de savoir si oui ou non
il y a des amendements de compromis encore possibles, sans que pour autant cela dénature l'esprit général du texte, et qu'ensuite le Premier ministre l'accepte. Mais là encore, il y a du travail. S'il n'y avait pas de 49.3, vous le voteriez, le texte? Moi, personnellement. Oui. D'accord. Vous ne vous associerez pas à une motion de censure s'il y a un 49.3? Non. D'accord. Emmanuel Macron. Alors Emmanuel Macron, c'était une étoile montante il y a encore quelques semaines, mais n'est-ce pas une étoile filante finalement? Parce que là, on voit que dans les sondages, sa popularité est en train de prendre un petit coup. Oui, enfin, je vous ferai observer que j'en connais beaucoup qui aimeraient que leur popularité ait pris le même coup. D'accord. Puisque cela reste... J'ai bien vu le Figaro, cela reste la personnalité de gauche, la préférée des Français, et y compris d'ailleurs de la gauche. Donc, ce qui s'est passé, c'est que forcément, le gouvernement, l'exécutif, perdant beaucoup en popularité du fait de l'actualité dans laquelle nous nous trouvons, Emmanuel Macron, qui est dans ce gouvernement, en a également pris. Oui, c'était déjà le cas avant. Il n'y a pas quelques bouts de puante là qui ont été mis par quelques-uns de vos camarades? Sans doute que si, sans doute que si. Ça vient du gouvernement, tout ça? Écoutez, je ne suis pas journaliste, donc je n'ai pas de source. Oui, mais vous êtes politique, donc vous avez des informations. Vous savez, nous, on a plus des rumeurs que des informations, donc il faut être prudent. Bon. Oula, il faut faire attention alors. Il faut faire très attention. Il représente l'avenir pour vous? Sans aucun doute. Sans aucun doute, car... Vous le soutenez, hein? Je le soutiens sans réserve, car je pense qu'il est à même à la fois de recréer une offre politique, de travailler à un projet en étant clair sur son identité politique, mais en même temps en disant qu'il faut sortir des postures et rassembler les progressistes, que leur sensibilité se situe à gauche ou que leur sensibilité se situe ailleurs. Et c'est cette dynamique-là, car le clivage nouveau... Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres? C'est plus gauche-droite, c'est progressiste et conservateur. Qu'est-ce qu'il il a de quoi en plus que les autres? Sans doute... D'abord une meilleure... En dehors de sa jeunesse, parce que bon... Oui, mais une meilleure compréhension, moderne. je pense, du monde contemporain, et qu'ensuite il n'a pas de passif, ou même de passé, si je puis dire. De sorte qu'au fond, il a la totale liberté de pouvoir rassembler les Français pour créer une offre politique nouvelle et faire en sorte qu'elle prospère. C'est quoi le prochain rendez-vous pour Macron, pour Emmanuel Macron? Vous êtes En Marche, vous? Je suis en marche. Vous êtes En Marche, d'ailleurs? Je suis En Marche, oui. C'est quand le prochain? Le prochain rendez-vous, c'est le 12 juillet, à la salle de la Mutualité, où Emmanuel Macron invite celles et ceux qui ont rejoint En Marche à venir assister à un grand rassemblement, au cours duquel il pourra s'exprimer et également commencer à restituer tout ce que les Françaises et les Français nous ont dit dans le cadre du porte-à-porte de notre grande marche. Qui a commencé il y a 2 mois à peu près. Hein. Un mois. Et mesurer que finalement, en 4 mois, ce sont déjà près de 60 000 adhérents. D'accord. Alors vous êtes un député qui ne vient pas de Paris, qui ne vient pas des zones urbaines, des grandes zones urbaines, vous avez dit, de la presqu'île de Crozon, donc on imagine. Ça marche aussi Macron. Et les Monts d'Arrée. Et les Monts d'Arrêt, oui, et les Monts d'Arrêt surtout d'ailleurs, j'ai envie de dire. Surtout les Monts d'Arrêt. Ça parle Macron dans ces secteurs géographiques-là? Mais bien sûr, vous savez... Parce qu'on dit que c'est un phénomène urbain, la boboïtude, vous savez. Oui, mais ça, si vous voulez, c'est la boboïtude qui parle d'elle-même lorsqu'elle dit ça. Moi, Emmanuel Macron, il est venu devant une centaine de chefs d'entreprise de TPE, quoi, à Plébin, dans le Finistère. Là où la route des Calvaires. Un très beau calvaire, voilà. Il vient le 15 juillet à Carhaix pour parler numérique au West Web Festival qui réunit tous les acteurs numériques de Bretagne dans le cadre du Festival des Vieilles Charrues. Et croyez-moi, les agriculteurs comme les chefs d'entreprise qu'il a pu rencontrer ont eu le sentiment d'un homme qui parlait vrai, qui savait dire je ne sais pas quand il ne savait pas, et qui en même temps défendait ses convictions sans langue de bois. Carhaix, c'est quelle date? Le 15 qu'il vient. Le festival commence le 14 et Emmanuel Macron vient le 15 puisqu'il y a une réunion des acteurs du numérique breton en marge du festival. Il va jouer de la guitare ou pas? Non, il vient s'occuper de numérique car la Bretagne est une terre de pionniers et vous qui connaissez bien Lannion, vous savez que les télécommunications, c'est Lannion. C'est tout de même Lannion et Carhaix n'est pas loin. Merci, c'était le talk de Richard Ferrand qui nous a dit bien que oui, dans un divorce, il faut aller vite quand c'est acté. Et donc la Grande-Bretagne doit quitter l'Union européenne. Il faut faire évidemment tout ça très bien. Il faut peut-être revoir aussi la façon dont on divorce à l'intérieur de l'Europe. Il nous a dit que l'Europe, c'était trop de démagogie et pas assez de démocratie. Donc il faut revoir cette notion-là pour que un projet soit construit, que ce projet soit éventuellement porté à la connaissance du public, pas éventuellement, mais sûrement à travers un référendum. Et puis Macron, Macron pour Richard Ferrand, c'est l'homme de l'avenir, c'est évident,
parce que eh bien, c'est celui qui a compris le monde contemporain. Merci, Richard Ferrand. Merci à vous.